Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Talk Show. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à celles et ceux qui accompagnent les patients malades du cancer, qui ne sont pas médecins, ces personnes qui aident les malades à retrouver une dignité à la fois morale et même esthétique. Une personne atteinte du cancer a d'ailleurs accepté de témoigner et de nous dire à quel point tout ceci est important. Mon cancer et ma beauté, c'est le thème de cette émission. Merci mesdames, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Alors, Daniel, vous êtes malade, vous avez eu un cancer du sein et ensuite des os, c'est ça, depuis 3 ans? J'ai un cancer du sein, métastasé. Au départ, j'ai eu un cancer du sein. 15 jours après, on a trouvé des métastases. J'ai eu un cancer des os métastasé de la tête aux pieds. J'allais dire, quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous étiez malade? Ma réaction, ça a été que, franchement, je n'ai pas su comment l'exprimer. C'était une bombe qui m'était tombée sur la tête. Ouais. Et ça a tellement été pris en charge. Il y a eu tellement de médecins, d'examens qui ont été faits. Je suis rentrée dans une spirale et que je suis rentrée dans le trou béant, entre guillemets, et de se dire, c'est la mort ou c'est la vie. Et il a fallu que je me batte et je me suis dit... c'est la vie. C'est la vie. Et c'est pas la mort. C'est pas la mort. Effectivement. On va justement regarder un reportage parce que vous êtes aussi artiste. Hein. Ça fait pas depuis que vous êtes malade, hein, que vous peignez. Ça faisait déjà depuis 10 ans. Depuis une dizaine d'années. Vous allez nous raconter un peu ça. C'était aussi un exutoire aussi, de peindre. Hein, pour vous, c'était important. On va regarder juste ce reportage, une rencontre de Thomas Bernardi et de Thomas Couder. Alors, je me lutte contre le cancer du sein et des os depuis 3 ans. J'ai appris mon cancer du sein, au départ j'ai appris mon cancer du sein et 15 jours après j'ai appris que j'étais métastasée de la tête aux pieds. Ça fait plus de 10 ans que je peins. On m'avait dit de ne pas toucher des produits. Souvent dans les oncologies, on vous dit de ne pas mettre des ongles, de ne pas faire du vernis, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Moi j'étais malade, j'avais besoin de faire quelque chose parce que je suis quelqu'un d'active. Donc j'ai bougé et je me suis dit je vais peindre. Donc je mettais la musique à fond chez moi et je peignais. Donc ça m'a apporté une douceur au fond de moi et au moins de faire quelque chose, de se sentir humaine, de se sentir vivante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre en main les gens, les personnes qui n'ont pas de moyens, de pouvoir leur donner des moyens, de pouvoir se reconstruire et d'être jolie. D'être jolie, c'est important. C'est pas être narcissique, c'est d'être bien et de faire comprendre aux gens que quand on est malade, on n'est pas en concours de beauté avec certaines personnes qu'on peut voir. On est entre la maladie, c'est-à-dire qu'on se regarde derrière et on se regarde devant. Moi, je me suis regardée pendant ma maladie, c'est-à-dire plus de cheveux sur la tête, plus de sourcils. Je suis passée à 45 kilos. J'ai eu des moments où je suis passée avec de la morphine à plus grosse. Et me retrouver et de me regarder, ça fait bizarre. Et toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer, que ce soit les hommes ou les femmes, on a le même regard. Alors Agnès, vous êtes socio-esthéticienne à Léon Bérard. Il y avait cette phrase là que vous dites, Daniel, dans le reportage, il faut aussi savoir être jolie. Qu'est-ce que vous apportez finalement, au-delà de l'esthétisme, aux malades? Il faut savoir garder son image dans la maladie. Donc que ce soit la coiffeuse, parce que j'ai la chance à Léon Bérard de travailler au sein d'un espace bien-être où nous sommes 3 à intervenir. Donc la coiffeuse qui va s'occuper de toute la prise en charge de la chute des cheveux, qui n'est pas une mince affaire, qui est quelque chose de très compliqué à vivre, qui est des fois plus douloureux pour les personnes que de perdre leur sein.
Donc l'accompagnement est fait par Yveline, la coiffeuse. Donc comment est-ce qu'on choisit une perruque, quels sont les remboursements, quelles sont les adresses des perruquiers où on peut s'adresser. L'accompagnement de la chute également, hein, progressivement à adapter la coupe jusqu'au moment où on va enlever complètement les cheveux si ça se trouve d'être à l'hôpital à ce moment-là. L'accompagnement également dans la repousse, parce que c'est pas si simple quand le cheveu repousse d'aller chez son coiffeur sur les premières recoupes. Donc la coiffeuse est là pour tout ça. Nous avons la chance d'avoir une pédicure qui est là aussi pour des gens qui ont des problèmes de pied. Et donc moi, au niveau de tout ce qui est esthétique, bien-être, détente, où je vais travailler beaucoup sur l'estime de soi, l'objectif étant de restaurer une image dégradée par la maladie, dégradée par les traitements en cancérologie. Comme vous disiez si bien, quand on n'a plus de cils, plus de sourcils, on perd son regard. Or, il suffit avec pas grand-chose, même si on n'a pas l'habitude de se maquiller, de pouvoir souligner ses yeux pour se retrouver, garder la même image qu'on avait avant et se reconnaître et pas être complètement perdu quand on se voit comme ça, complètement désemparé. Daniel, vous êtes d'accord avec ce que dit Agnès? Oui et non. C'est vrai. Ah. En fait, moi, j'ai eu la perruque au début. On m'a proposé une perruque au début, donc j'avais des cheveux longs. Pour moi, les cheveux étaient très importants, le brushing toutes les semaines et tout. Et en fait, quand j'ai mes cheveux qui ont tombé, je me suis retrouvée en oncologie. Mes cheveux ont tombé au bout de 3 chimios. J'ai eu les cheveux qui ont tombé comme ça, tout doucement. Donc, je me suis coupé les cheveux. J'ai fait une coupe à la carrée. Et après, quand ça commençait à tomber par petits poils, j'ai tout rasé. Et j'ai porté la perruque. J'ai voulu faire comme tout le monde parce qu'on nous met quand même les médecins ou vous nous dites portez une perruque, retrouvez votre identité. Pas forcément porter une perruque, porter pas quelque chose dans lequel vous êtes voilà. bien. Ça peut être un chapeau parce qu'il y a de très belles choses maintenant, ça peut être un foulard. Tout à fait. Il y a des gens qui acceptent maintenant de sortir tête nue, pourquoi pas si on n'est pas en plein hiver parce que du coup c'est embêtant pour le froid. Mais l'essentiel c'est de les aider à trouver une solution qui leur correspond à eux. Tout à fait. Donc c'est pas forcément la perruque au jour d'aujourd'hui. Non mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Moi j'ai eu ma perruque, je l'ai portée et puis un jour en pleine rue je l'ai arrachée ma perruque. Parce que je ne la supportais plus, parce que je ne supportais plus de la voir descendre, d'avoir cette sensation de cheveux morts. Et pour moi, c'était des cheveux morts. Et donc, j'avais l'impression d'être, je ne sais pas. Donc, j'ai enlevé ma perruque, j'ai porté une casquette et j'ai regardé les gens qui m'entouraient. Et j'ai dit, on me regardera comme ça aujourd'hui. Oui, vous aviez trouvé finalement ce qui vous convenait, c'est-à-dire que c'était la casquette qui vous convenait et pas la perruque pour retrouver votre propre identité. Après, je respecte les gens qui portent une perruque. Il peut y avoir tout à fait des évolutions. Il y a des gens qui au début disent non, je veux pas de perruque, je prendrai un foulard. Et puis plus les mois avancent, plus ils disent ça y est, je me perds, je sais plus quelle tête j'ai avec des cheveux. Donc plus tard dans le temps, vont acheter une perruque. Il n'y a aucune obligation de rien. Le tout, c'est d'être bien avec soi et d'accepter de sortir. Tel que, pas se rester enfermé chez soi parce que la désocialisation est vite là. C'est ce que j'allais dire. C'est garder son image et être bien avec soi-même. Et là, le bien avec soi-même, il n'y a que chaque personne qui peut le vivre, qui peut le savoir et surtout, il faut qu'elle puisse gérer l'évolution. Voilà, vous, au début, vous avez voulu la mettre pour faire comme tout le monde. Après, vous avez trouvé votre équilibre. D'autres font l'inverse. Ils veulent assumer tout de suite et puis au bout d'un moment, ils trouvent que c'est peut-être un peu lourd d'avoir le regard des autres parce qu'on a le regard des autres. Ça, c'est souvent le plus difficile à accepter. Donc voilà, l'essentiel, c'est nous, on est là surtout pour les aider à trouver leur chemin, à trouver leur voie et à faire en sorte qu'ils soient bien avec eux-mêmes. Et ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir. Alors Christiane, vous êtes présidente des Blues Roses à Lyon, vous êtes bénévole. Alors vous intervenez, j'allais dire, dans autre chose. En fait, vous êtes là pour distraire les malades. Alors il y avait un mot sur votre site que j'ai trouvé assez joli finalement et qui correspond bien à ça, c'est le mot évasion. Vous donnez de l'évasion aux gens, vous leur permettez à un moment donné de s'évader. Oui, tout à fait. Notre association, effectivement, se mobilise une demi-journée par semaine. Nous sommes plus de 4000 en France et c'est effectivement pour distraire et écouter toutes ces patientes qui sont hospitalisées, qui ont besoin de parler, des fois de se distraire parce que tout le monde n'a pas la famille juste à côté pour passer du temps. C'est-à-dire concrètement, vous leur parlez comment ça se passe Nous sommes disponibles, c'est ça. Le problème, c'est la disponibilité pour ces personnes. On arrive avec une blouse rose fuchsia. Voilà. Qui est là, qui est près de moi. Qui est là. On peut la voir. Effectivement. Et donc, si vous voulez... J'aime pas trop ça, en premier lieu, ça démarre toujours « Oh, qu'est-ce que vous êtes belles, mesdames !» Et nous sommes belles simplement dans notre rose fuchsia qui nous différencie des blouses blanches du corps médical. Donc disponible pour les écouter, disponible pour jouer, disponible pour les distraire, disponible pour
tout ce dont elles ont envie. Donc, il y en a qui ont envie de nous raconter, nous sommes des personnes neutres, qui ont envie de nous raconter ce qu'elles ne disent pas à la famille, qui ont envie de nous dire, vous voyez, comme je suis laide, je perds mes cheveux. Et c'est là où on leur dit, mais est-ce que vous savez, à l'hôpital Léon Bérard, il y a une coiffeuse, il y a une esthéticienne, il y a plein de... Voilà. Donc, il y a aussi, quand elles sont, ah ben je vais rentrer chez moi et j'ai des problèmes, il y a aussi l'assistante sociale, il y a plein de choses. Ah ben oui, je ferais bien une petite partie aujourd'hui avec vous de Rumicube, de Scrabble. Ah ben non, j'ai envie de faire un mandala. Ah ben non, j'ai envie de faire un bracelet pour ma petite fille, etc. Et au bout de 2 heures, eh bien, elles partent en disant bah, tout compte fait, j'ai oublié ma maladie, j'ai passé un bon moment avec vous. Bah, quelqu'un qui est hospitalisé, qui a un cancer et qui dit j'ai passé un bon moment avec vous, c'est quand même quelque chose de très beau de la part de ces dames-là. Donc voilà notre rôle à l'hôpital. À l'hôpital. Daniel, vous habitez à l'île de la Réunion, donc c'est différent. Alors vous êtes lyonnaise d'origine, hein, c'est pour ça que vous êtes là notamment. Voilà, vous n'hésitez pas à revenir sur Lyon. Mais vous, je pense, le traitement de la maladie, c'est vrai que Léon Bérard, on a l'impression que c'est vraiment l'hôpital qui est vraiment spécialiste là-dedans. À Lyon, j'allais dire, hein, pour le cancer, ça c'est, j'allais dire, nationalement connu, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez pu bénéficier de toutes ces... d'une socio-esthéticienne? Est-ce que vous avez pu bénéficier de tout ça dans votre maladie ou vous avez manqué de ça quand même? J'ai pas manqué, on me l'a proposé, oui. J'ai accepté, j'ai vu, je respecte. Mais en fait, non, j'ai toujours été, parce que j'ai accepté mon cancer, donc je suis toujours partie en oncologie, et avec le sourire, en me disant, c'est ça qui va me guérir, c'est ça qui va me guérir, c'est pas... pour le moment, j'ai pas le. Pour le moment, la beauté, c'est pas le moment. C'est le début de la maladie. C'est pas d'être jolie, c'est de se soigner à l'intérieur. Oui. Donc au départ, je ne pensais pas à ma beauté. Vous pensez pas à ça. Au départ, après, c'est venu ou pas? C'est venu. Moi, ça fait 3 ans que je me soigne, donc c'est venu tout doucement. Après, on s'habitue. Après, moi, j'arrive avec le sourire à l'oncologie, donc j'aide. Non, mais on le voit, vous aimez aussi prendre soin de vous. Tout à fait, voilà, j'ai toujours été coquette, j'aime être coquette. Justement, vous me disiez que vous vouliez prendre vos vernis à ongles, etc. Donc, ma cancérologue me disait il ne faut pas faire les ongles. Bon, je les ai faits. Les couleurs, je les ai faites. Ouais. J'ai perdu mes cheveux. Hein. J'avais la boule à zéro. Ça y est, j'ai dit tiens, je suis un Bouddha. Après, j'ai eu les cheveux courts. Finalement, je pense que... si, il y a plein de choses qui m'ont apporté. C'est une renaissance. Je suis tombée, j'étais morte. Je renais. Et je revis, et je redécouvre. Et en fait, il y a plein d'émotions que j'avais perdues, que je recommence à retrouver. Le regard des gens, d'avoir confiance en soi. C'est important d'avoir confiance en soi. Parce qu'on perd notre identité. On a le regard, on est un peu parano. Parce qu'on se dit, tiens, ils nous regardent. Souvent, la maladie fait peur. Souvent, quand on dit à des gens qu'on a le cancer, c'est un autre regard qu'on nous porte. Moi-même, si on ne le dit pas, on ne le voit pas. Donc, mais quand je suis avec des personnes et que je veux parler honnêtement et que je suis sincère, je ne vais pas mentir. Donc, les gens me regardent avec un autre regard. Et c'est là que ce regard me dérange. Donc, c'est ça, c'est-à-dire quand vous dites à un moment donné, parce que c'est vrai qu'au premier abord, on ne voit peut-être pas forcément que vous êtes malade, donc pas vraiment, même je dirais non. Et lorsque vous commencez à raconter votre histoire, parce que vous la dites assez spontanément, enfin vous ne la cachez pas, ça c'est sûr, mais du coup vous changez, vous voyez qu'il y a un changement dans le regard des autres alors. Ouais. La maladie fait encore peur. Je trouve que les gens ont peur. En fait, c'est même pas les gens qui sont malades, c'est les gens de l'extérieur. C'est ça. Ça leur fait peur. Quand on leur dit on a le cancer, c'est comme ça. Et moi, j'ai eu des amis qui étaient mes amis, qui sont moins mes amis maintenant, ont eu peur de moi. On se sont dit tiens, elle a des microbes. Et c'est pas facile à entendre quand on est malade psychologiquement. Pas tous. C'est pas forcément avoir peur des microbes, c'est avoir peur de se dire tiens, ça lui est arrivé à elle, donc ça peut m'arriver à moi.
parce que bon, on sait que ça existe, mais on a toujours l'impression que ça ne va pas nous arriver, comme tout un tas de choses. Heureusement, autrement on ne vivrait pas très bien. Et du coup, quand on voit des proches qui ont eu une vie plutôt saine, hein, qui n'ont pas eu une vie de patachon, qui ne méritent pas d'être malades, on va mettre des guillemets à mérite, bien évidemment, ils se disent, mince, mais si ça lui est arrivé à elle, ça peut m'arriver à moi. Et la peur de ça les fait s'éloigner un peu pour faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas tant le microbe en lui-même, c'est tout ce contexte qui fait que c'est déstabilisant. C'est de l'égoïsme. On est d'accord. On est d'accord, mais chacun vit les choses avec leurs émotions à eux, peut-être le transfert par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi dans leur vie, dans leur parcours, et c'est pas simple. Et effectivement, les gens font vraiment le tri de leurs amis, de ceux qui sont là, pas là. Finalement, en France, enfin, peut-être certainement ailleurs, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la maladie reste tabou quand même? Il n'y a pas malgré toute l'avancée qu'il y a, malgré l'évolution, le cancer reste tabou. Parce que oui, quand on écoute des patientes, ils nous racontent, nous qui sommes un peu neutres, leur cancer, et effectivement au bout d'un moment, quand elles nous disent qu'elles sont fatiguées, on leur dit oui, on reconnaît qu'elles sont fatiguées, alors que bien souvent la famille dit mais non, viens avec nous au bout du couloir, viens avec nous. Quand on sort d'une chimio, des fois on a envie de se reposer, on a envie d'être plein un petit peu, et la famille veut toujours booster la personne malade, et je crois que des fois mais elles veulent bien faire quand elles veulent booster. Oui, je crois, mais je crois qu'il faut aussi savoir reconnaître que quelque part, quand on a un cancer, on est aussi malade, et que lui dire je comprends bien tes problèmes et tes malheurs, des fois on va repartir ensemble. Je crois qu'il faut aussi passer par ce stade où il ne faut pas dire c'est rien, tu vas t'en remettre. C'est quelque chose quand même qui est grave. Effectivement, on s'en remet de mieux en mieux, mais il faut quand même, je crois, comprendre que la personne est malade, et le fait de lui dire qu'on la comprend, c'est déjà aller dans son sens, quoi. C'est tabou alors le cancer? Oui, ça reste tabou. Puis le mot cancer est associé au mot mort. Hein. Ça, on ne peut pas l'enlever dans la tête des gens, même si heureusement les statistiques font que ça recule de plus en plus. Mais c'est quand même quelque chose qui est le plus difficile à gérer. Là, je sors d'un congrès de psycho-oncologie à Caen. Effectivement, la première peur des gens, c'est ça, c'est un cancer, c'est pas le sida, c'est une des premières maladies qui font peur aux gens, c'est celui-ci, hein, statistiquement parlant. Donc oui, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est long, c'est un parcours qui est très dégradant physiquement, donc les proches ne retrouvent plus leur maman, ne retrouvent plus leur fille, ne retrouvent plus leur conjoint, donc il n'y a pas de reconnaissance. Et c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un quand on n'a pas vécu cette chose-là. Et on ne peut pas demander à l'accompagnant de se mettre totalement à la place, il fait ce qu'il peut pour essayer d'aider, donc effectivement booster fait partie des fois de son... Alors c'est des fois très maladroit, ils sont souvent très maladroits les accompagnants, mais ils font ce qu'ils peuvent avec leur connaissance des choses, et c'est pas facile. Donc aussi nous en tant qu'extérieurs, parce que moi je suis un peu comme les bénévoles, on est un peu une bulle d'air extérieure où on peut vraiment faire tampon entre ce qui se passe dans les équipes médicales, ce qui se passe dans les familles, et on peut réexpliquer ça. Pourquoi l'accompagnant a l'air de s'éloigner, ou au contraire est trop étouffant, la maman qui va à nouveau étouffer sa fille de 40 ans parce que ça restera sa fille, et sa fille malade, elle reprend ce rôle de mère, mère couveuse, mais ça peut être très mal vécu par cette fille qui est une femme en fait. Donc voilà, chacun essaye de faire un peu ce qu'il peut, mais je pense que le mieux c'est la communication, et qu'on ait vraiment un rôle tampon quand on est extérieur pour pouvoir faire une bouffée d'oxygène et réexpliquer que peut-être voilà, c'est comme ça qu'ils ont vécu, et ça apporte un autre éclaircissement, mais c'est simple pour personne. Chacun, le rôle de l'accompagnant n'est pas simple non plus. Oui, parce que chacun est différent. Il est très différent, il n'est pas dans la même souffrance, mais voir quelqu'un qu'on aime souffrir sans rien pouvoir faire, c'est pas très simple. Oui, non. Daniel, comment justement ont réagi votre famille et vos amis Ça a été l'étonnement complet, parce que je suis quelqu'un qui était très active, qui était toujours souriante, qui jamais j'aurais cru qu'un jour ça pouvait me tomber sur la tête. Surtout que du côté de notre famille, il n'y a personne qui a le cancer. Oui, vous êtes donc pas une famille, on n'est pas une famille, on n'a pas des gènes cancéreux. Quand on vous annonce 15 jours, vous avez un cancer du sein, et puis 15 jours après, vous avez un cancer des os, franchement, j'ai vu la terre qui m'est tombée sur... J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, et quand mes amis ont appris cancer du sein, bon, ça va, et 15 jours après, cancer des os, on m'a dit, on finit pas l'année, elle va pas finir l'année. Hein. Donc, après, vous pensez à la mort, vous dites, bon, il me reste quelques mois à vivre, et puis, ou c'est ça, ou je me bats. J'ai dit, je me bats.
J'ai dit, même ma cancérologue, elle m'a regardée. Ouais, c'est vraiment vous, j'ai l'impression, votre Ben, aussi tempérament. C'est mon tempérament. Voilà, et en plus, je suis tombée sur une cancérologue qui est une cancérologue assez... c'est une dame qui a du caractère et qui m'a regardée droit dans les yeux, qui m'a dit, je vais vous mettre un traitement d'éléphant. Donc le traitement d'éléphant, ça voulait tout dire. Je me suis dit, aïe, Daniel, là, il faut te battre. Et je me suis battue. Donc, et je me suis dit, c'est mon porte-à-4, ma chimio, ma force et mon envie de vivre et de montrer aux gens qui m'aiment que je suis encore là. Donc je l'ai fait, j'ai réussi. Je suis en rémission. Ça fait 3 ans que je me bats pour le cancer du sein et des os. Je n'ai pas été opérée du sein. J'ai fait que de la radiothérapie. J'ai fait 36 séances. Je crois que vous n'avez pas voulu, c'est ça hein, non, on m'a donné le choix parce que j'ai eu que de la chimio. Ouais. En fait, quand on devait me faire l'ablation du sein et 15 jours après, on a vu qu'il y avait un cancer des os, on m'a mis tout de suite en chimiothérapie parce que j'étais métastasée de la tête aux pieds. Donc, j'ai été en chimio depuis 3 ans, bombardée de Zometa, Lavastin et paracétamol. Donc, pendant 3 ans, j'ai été bombardée de chimiothérapies qui sont lourdes. Contraire à certaines personnes, d'autres vomissent. Moi, je n'ai jamais vomi. Chaque chimio, au contraire, je pétais la forme. Donc, pour ça, chaque cas est différent. Donc, je sortais d'une chimio, voilà. Par contre, j'ai des effets qui sont différents parce que j'ai mal beaucoup au dos. Donc, il faut que je marche beaucoup. Je suis très active. Il faut que je dérouille avant de... Vous avez fait aussi appel à un orthophoniste aussi pour la parole. Alors l'orthophoniste, j'ai eu après, parce que j'ai eu une période, ça s'est passé par plusieurs phases. J'ai eu une chimio, j'ai eu un traitement qui a été d'éléphant, qui a été très dur. J'ai eu un traitement qui était plus doux. Donc j'ai eu la descente, c'est-à-dire la descente du traitement. Donc ça, s'il faut aussi, c'est un sevrage. Donc mon sevrage est descendu. Donc et à ce moment-là, j'arrivais plus à trouver ma parole. Donc vous avez fait appel On m'a dit fais appel à un psychiatre ou un psychologue. Moi, j'ai pas voulu de psychologue et de psychiatre. Pour moi personnellement, c'est pas qu'au bout d'un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit bon, peut-être que j'en ai eu envie, mais je suis pas arrivée à en trouver. Ils étaient tous complets. Donc je me suis dit, je vais aller voir une orthophoniste. Et l'orthophoniste, elle m'a beaucoup aidée. J'ai fait de l'acupuncture, à placer mes phrases, à placer mes mots et à me placer avec la société, à me regarder doucement et d'y arriver. J'y suis arrivée. Et je parle bien. Oui, ça va beaucoup mieux. Oui, c'est ça. En fait, aussi, chaque malade aussi est très différent l'un des autres aussi. C'est ça aussi. Hein, chaque malade est différent, donc les équipes médicales essayent de s'adapter. C'est pour ça qu'il y a tout un panel de choses qui leur sont proposées, parmi lesquelles elles peuvent piocher. Mais comme disait Daniel, effectivement, le moral et la force de caractère, ils sont pour beaucoup. Et c'est là où notre corps de métier, que ce soit les bénévoles ou nous à l'espace bien-être, on intervient pour justement aider les gens, parce qu'il y a toujours des moments de creux, des creux de vague, où on s'accroche, puis il y a des jours où on en a marre de souffrir. J'ai eu des moments, sincèrement, et quand on plonge un peu, j'étais très basse, où j'ai eu des moments où j'étais très délire dans mes propos. C'est vrai que quand on plonge un peu au niveau moral, les équipes nous appellent volontiers pour justement, on essaye de leur apporter cette bouffée d'évasion, comme vous disiez, cette bouffée d'air qui fait que finalement la journée va être un peu moins lourde, se rend compte que son corps, on peut aussi le vivre dans le plaisir et pas que dans la souffrance. Et rien que ça peut redonner un élan phénoménal à quelqu'un par un simple geste esthétique de bien-être ou de coiffure. Même pour vous, mesdames, c'est pas simple votre métier ou vos associations, parce que vous êtes quand même face à la souffrance tous les jours, quoi. C'est pas évident, hein. On parle beaucoup. Après, c'est un métier qui est passionnant, qui est excessivement valorisant, des beaux métiers. Pour autant, effectivement, ils sont pas à la portée de tout le monde. Il faut savoir qu'on n'a pas un public. C'est pas le tout venant du public. Donc il faut être formé, d'où l'importance d'avoir des formations très adaptées. Des formations donc une formation spécifique de socio-esthétique. Donc la principale école étant à Tours, avec 30 ans de recul et d'expérience. Depuis 1979, j'ai vu. Donc on est vraiment très encadré et amené très progressivement à côtoyer des personnes malades, avec des cours de psychologie et de psychiatrie pour savoir quelle attitude avoir face à une personne souffrante, une personne face à la mort aussi, parce que moi je vais également voir des gens en palliatif, de 3 jours avant le décès. L'accompagnement de la fin de vie et du respect de la dignité est tout aussi important qu'au début de la maladie, où on est là pour leur donner de l'élan et les booster. Donc tout est important, mais voilà, c'est vrai, quand on aime son métier, on est là pour, et on a énormément de
retour positif dans le regard des patients qui à un moment donné, arrivent à retrouver un corps digne de ce nom et pas un corps complètement détruit par les traitements. Christiane, pour terminer, parce que déjà nos fin de cette émission. Nos bénévoles aussi ont une formation avec psychologue et animation aussi, puisque théoriquement nous sommes aussi pour animer un petit peu. Et c'est une formation initiale, c'est aussi apprendre comment rentrer dans une chambre, comment se présenter, comment voir si on a le temps, si c'est le moment, de dire peut-être que la semaine prochaine, une autre fois, tout ça s'apprend. Et après, il y a des formations aussi continues, oui, sur l'année. C'est pas si simple, c'est pas si difficile, mais c'est pas si simple que ça, que de rentrer dans une chambre. Mais tout s'apprend. Et quand on nous dit la semaine prochaine, ça veut dire qu'on nous attend et que c'est un petit plaisir de l'instant. Merci beaucoup, mesdames. C'est déjà la fin de cette émission. Alors, on rappelle votre site internet www.lesblousroses.fr. C'est le site internet national. Après, vous verrez, vous pouvez aller cliquer sur les régions. Vous, Daniel, vous avez un projet d'accompagnement de vie, d'accompagnement après la maladie aussi, parce qu'à un moment donné, il y a aussi après. Déjà, je voulais remercier les chercheurs pour le cancer. Je voudrais remercier les cancérologues aussi qui sont aussi... Oui, c'est vrai qu'ils sont pas autour de la table, mais c'était vraiment notre parti pris de parler peut-être des gens qui parlent pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est monter une association